Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Les attentats terroristes de Saint-Denis et de Paris, 130 morts, 350 blessés, 2 personnes qui se sont donné la mort par la suite. C'était il y a jour pour jour 10 ans. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Oui, on fait même des blindés. Dites au Bataclan, des gens avec des kalachnikovs. Il y a une fusillade au Bataclan. Dans le Bataclan, madame? Une fusillade. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Voilà, vous témoignez depuis ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Chacun se souvient ce que nous faisions évidemment ce soir-là où nous étions. Et puis il y a ceux qui étaient au cœur de cette zone de guerre, de cette zone d'horreur. Notre invité ce matin, Driss Ait Youssef, bonjour à vous. Bonjour. Et soyez le bienvenu. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste de la sécurité globale. Vous avez signé en page opinion dans la Tribune du dimanche ce texte intitulé « La menace terroriste est toujours aussi prégnante ». C'est ce que vous nous dites, hein, Driss Ait Youssef. Vous y révélez qu'en France, en Afrique de l'Ouest, mais également aux États-Unis, les organisations terroristes embrigadent de plus en plus de jeunes. Nous y reviendrons. Tout d'abord, Driss Ait Youssef, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. Il y a ces événements survenus il y a 10 ans. Nous sommes le 13 novembre 2015. Je ne sais pas ce que vous faisiez ce soir-là d'ailleurs. Je ne vous ai pas posé la question pour préparer l'émission. Que faisiez-vous ? Ce soir-là, je rentrais d'une intervention. J'étais sur le périphérique parisien et comme spécialiste des questions de sécurité, j'ai tout de suite constaté qu'il y avait quelque chose finalement d'assez anormal avec des convois de véhicules de police. Partout. C'est pas un peu partout, circuler à toute vitesse, et j'ai tout de suite compris en appelant un contact ou deux qu'il y avait un vrai problème, en tout cas un problème ampleur sur la capitale. Oui. Vous vous rappelez hein, qu'il y a quelque chose qu'on oublie dans le contexte du 13 novembre, c'est que 10 mois auparavant, il y a eu d'autres attentats qui ont marqué profondément le pays. Il faut se le remémorer aussi. Ça, c'est le contexte avant les attaques terroristes. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas prendre, même si ce sont des événements assez spectaculaires et qui ont traumatisé à raison les Français, je pense qu'il faut aussi remettre globalement tout ça dans un contexte de hyper-terrorisme où 10 mois auparavant, le 7, 8 et 9 janvier 2015, la France a connu une série d'attentats par des individus qui sont nés sur notre territoire. Je pense à l'attaque contre Charlie Hebdo, 10 personnes ont été tuées, également 3 policiers ont également été tués, donc dont une policière municipale à Montrouge, et enfin 4 clients de l'hypercachère tués précisément parce qu'ils sont de confession juive. Donc ces 17 personnes mortes sont aussi des victimes du terrorisme. Driss Ait Youssef, qui est le commando qui va attaquer le Stade de France, les terrasses parisiennes, le Bataclan? Ce commando, il vient de l'étranger. Il est projeté depuis d'autres pays. Alors, oui. Effectivement. Il n'est pas chez nous, hein, il n'est pas en France. Même si des individus sont connus des services de renseignement, en tout cas par la justice française, vous avez des Belges, vous avez des Marocains, vous avez des Irakiens, et donc c'est un commando, en tout cas l'attentat est le commando projeté depuis l'étranger, c'est-à-dire depuis la Syrie, qui à l'époque effectivement était un califat détenu par l'État islamique. Donc tout ça a été projeté avec effectivement quelques attentats, quelques à-coups, et en définitive un commando effectivement projeté depuis l'étranger. Vous dites depuis la Syrie, mais ça passe aussi bizarrement par la Grèce. On a un petit peu occulté, oublié cette histoire-là. Hein. Et puis il y a la Belgique, évidemment. Dites-nous. Oui, c'est très très vrai, parce que quand on parle de ces attentats, en fait, le commando est parti, enfin la préparation a pris plusieurs mois, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 24 heures. Et donc la base arrière initialement était en Grèce, parce qu'il y avait là, oui, parce que vous aviez effectivement des flux de migrants qui fuyaient la guerre civile en Syrie pour se rendre massivement en Europe, et un certain nombre d'entre eux passaient par la Grèce. Donc la Grèce était un temps donné
effectivement une base arrière avant de se repositionner sur la Belgique. Donc on a un commando extrêmement plutôt bien formé, à la fois usage d'explosifs et d'armes à feu, mais surtout munis de faux papiers qui sont des individus formés et aguerris dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures. Il y a déjà dans ce commando Salah Abdeslam les protagonistes, ceux qui meurent dans les actions, les attaques terroristes, et celui qui a survécu et qui est condamné à perpétuité incompressible. Il est là déjà, ils sont là. Ah oui, ils sont là. Ce commando-là. Ils sont identifiés par la justice française, ils sont identifiés par la justice belge, par la justice grecque, par les policiers qui les traquent, qui les cherchent. Malheureusement, on n'a pas cherché au bon endroit, mais les informations qui étaient à l'époque remontées au service de renseignement faisaient état d'une menace imminente, mais on avait du mal à les localiser. Ils sont déjà pistés, hein. Ah, ils sont déjà pistés pour un certain nombre d'entre eux. Il y a déjà eu des coups de filet. Il y avait eu auparavant coup de filet en Belgique qui a précipité la fuite de Abaoud, qui est un peu pas le commanditaire, mais le responsable des attentats à Paris. Abaoud, c'est le cerveau. Alors on dit que c'est pas le cerveau, mais c'est le coordinateur, le grand logisticien des attentats du 13 novembre. Oui. Puis il y a la Belgique, Driss Saïd Youssef. Ils vont en Belgique. Ils vont en Belgique, ils ont une base arrière qui est en Belgique. Je rappelle que les frères... c'est Molenbeek ? C'est à Molenbeek. Oui. C'est-à-dire que le financement de cette opération, de ces attentats, c'est à peu près 90 000 euros. 90 000 euros, dont une grande partie est issue de la revente d'un restaurant appartenant aux deux frères Abdeslam. Donc ils ont vendu, leur bar pour pouvoir financer une partie de ces attentats. Alors, ça démarre à Saint-Denis, tout le monde connaît l'histoire, mais nous oublions aussi que quelque part, c'est difficile à dire, hein, n'y voyez pas du tout de trivialité dans mon propos, mais c'est quelque part une action ratée. Il faut s'en réjouir, hein, que quelque part, ce qui se passe à Saint-Denis est un ratage pour les terroristes. Alors oui, vous avez raison. En quelque sorte, même s'il y a une personne qui décède, hein, un chauffeur de taxi. Hein. Oui, alors, vous avez raison de le souligner. Il faut rappeler que Salah Abdeslam, qui est le convoyeur de ces 3 terroristes qu'il a déposés à Saint-Denis, justement pour pénétrer dans le Stade de France. Il y avait un match amical France contre l'Allemagne, et l'objectif de ces kamikazes, qui n'étaient pas munis d'armes à feu, c'était de se faire exploser au milieu de la foule. Ils sont arrivés, je pense, un peu tard, n'ont pas pu accéder à l'enceinte du Stade de France parce qu'ils sont refoulés par des agents de sécurité. Ils n'étaient pas munis de billets. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Stade de France, pour y pénétrer, évidemment, il faut présenter des billets et se soumettre à ce qu'on appelle des palpations de sécurité. Donc, n'ont pas pu accéder et donc ils se sont fait exploser un peu plus loin. Ils se sont fait exploser un peu plus loin, mais pourquoi n'ont-ils pas changé de scénario et participé aux attaques des terrasses parisiennes? C'est un peu le côté un peu incompréhensible du démarrage de ces attaques massives. Alors, il n'y a pas d'explication réelle. Ils ont été déposés là-bas, à Abaoud et ensuite Abdeslam, et ensuite reparti effectivement lui sur Paris avec sa ceinture d'explosifs. Il y a aussi là encore, vous évoquez des inconnus, une inconnue pour Salah Abdeslam. Il avait une ceinture d'explosifs qu'il était censé actionner au même titre que son frère Brahim, qu'il n'a pas lui actionné. Donc voilà. Donc mais ça reste une inconnue. Hein. Ça reste une inconnue. Un procès plus tard, on ne sait pas. Lui indique que la ceinture était défectueuse. C'est pas forcément toujours ce qui ressort un peu de l'enquête, mais voilà. Là-dessus, Driss Saïd Youssef, l'essentiel se produit. Alors oui, le président de la République est dans le Stade de France, faut-il le rappeler. On a entendu le président François Hollande au démarrage de l'extrait que nous avons diffusé. Il est sécurisé à l'intérieur du stade et vous le rappeliez, on évite d'interrompre le match parce qu'au fond, il y aurait pu avoir des menaces, même des victimes d'une foule en panique qui quitterait le stade. Alors oui, vous avez raison, même si le Stade de France est plutôt bien conçu, même si le Stade de France est plutôt bien conçu pour des évacuations rapides, n'en demeure pas moins que, en tout cas, les supporters comme les officiels étaient en sécurité au Stade de France. Il y avait un périmètre de sécurité qui me permettait de rendre complètement étanche et hermétique le Stade de France. Et ensuite démarrent les attaques contre les terrasses parisiennes et l'assaut, l'attaque, c'est une tragédie, ce massacre littéralement dans l'enceinte du Bataclan. Nous allons l'évoquer avec vous, Driss
Driss Saïd Youssef, et nous allons également voir avec vous, 10 ans après, l'état de la menace et le cas Abdeslam, surprenant, hein, avec cette clé USB qui lui est parvenue de façon extravagante, et puis cet appel à un dialogue avec les victimes. Vous nous direz in fine quel est votre regard là-dessus, et cette justice dite restaurative. Mais auparavant, le récit, hein, de ce 13 novembre avec vous, 0826 300 300, si vous voulez intervenir, vous nous appelez à La Vérité en Face avec notre expert Driss Saïd Youssef. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en Face. Jean-François Akili. La commémoration des 10 ans des attentats de Paris et Saint-Denis, 130 morts, 350 blessés, et on va dire des fractures considérables, un traumatisme qui, 10 années après, est toujours bien présent, avec les témoignages des proches des victimes, ceux qui ont pu réchapper au cauchemar du Bataclan. Venons-en là-dessus, justement, Driss Saïd Youssef, avec vous, docteur en droit public, spécialité de la sécurité globale. Vous avez régulièrement écrit, hein, notamment sur ces attentats. Vous en êtes un expert, Driss Saïd Youssef. Il y a les commandos qui ensuite attaquent les terrasses parisiennes. Ça a été dit et redit. C'était s'en prendre à notre mode de vie, hein, et faire le plus grand nombre de victimes. Il y a cet assaut et cette forme de sidération que cela crée tout de suite. Les forces de sécurité, les FDO, les forces de l'ordre interviennent assez rapidement, mais c'est quand même quelque chose à laquelle personne ne s'attendait, hein. Non, je pense que les Français pensaient avoir vécu le pire le 7, 8, 9 janvier 2015. En réalité, la violence de ces attaques, y compris sur les terrasses parisiennes, où en fait c'était 2 commandos de 3 personnes munis d'armes de guerre, donc de type Kalachnikov et de ceintures d'explosifs, ont, pardonnez-moi cette expression, mais défouraillés à tout va, puis se sont fait exploser. C'est quand même, je pense qu'il y a une sidération de la violence et la détermination de ces terroristes. Pour le coup, je pense pouvoir dire que elle en a surpris plus d'un, oui. Que se passe-t-il, Driss Saïd Youssef, au Bataclan? Nous avons des terroristes qui pénètrent la salle de concert qui est remplie, hein. Il y a ce groupe de rock qui est en pleine représentation, et là c'est l'enfer. C'est littéralement l'enfer, parce que au-delà de la barbarie de ces 3 terroristes qui au début ont lâché des rafales de Kalachnikov partout, enfin pour vraiment faire le plus de morts. Ensuite, il y avait des tirs au coup par coup pour exécuter d'une balle dans la tête, généralement des victimes abattues à bout portant. Et je voudrais pas vous dire, mais une balle de Kalachnikov à bout portant, ça explose la boîte crânienne. Et puis, ajouter à cela, quand je parle du cynisme, c'est l'état d'esprit de ces 3 terroristes, évidemment qualifiés de barbares. Et je pense que d'une espèce de cynisme en rigolant, quoi. C'est-à-dire que en se moquant les uns des autres parce que l'autre n'arrivait pas à recharger correctement son arme à feu. Donc c'est pour vous dire que ce cynisme conjugué à la barbarie de ces individus a surpris à juste raison la communauté française et puis même internationale. C'est Police Secours qui intervient en tout premier. Oui, c'est ce qu'on appelle les primo-intervenants, c'est-à-dire que les policiers qui sont arrivés avec une arme au poing pour les moins dotés, pour les plus dotés. À l'époque, il y avait pas non plus énormément de moyens, mais munis de ce qu'on appelle un fusil à pompe. Donc, vous voyez le rapport de force entre des terroristes qui ont des armes de guerre type Kalachnikov et vous qui avez une arme de poing, voire pour les plus chanceux un fusil à pompe. Enfin, je veux dire, vous avez un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Malgré ça, des policiers ont pu pénétrer au Bataclan et ont au moins abattu un terroriste qui ensuite s'est fait exploser avant l'intervention des unités d'élite spécialisées pour neutraliser les 2 autres terroristes qui se sont fait exploser. Oui. Driss Saïd Youssef, vous êtes expert en la matière. Qu'est-ce que ces attentats ont changé pour les forces de l'ordre, pour les forces de sécurité, dans la façon d'intervenir, d'appréhender ce type de scénario? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Oui, il y a incontestablement un avant et un après. Je pense que ce qu'il y a, c'est l'état d'esprit. Je pense que c'est l'état d'esprit et la réalité telle que nous la voyons peut-être pas forcément juste avant. Le fait que nous étions en guerre, ça a été les propos du président de la République d'alors, François Hollande. Et à partir de ça,
un formidable travail à la fois des parlementaires pour donner des moyens aux militaires d'une part et aux forces de sécurité intérieure pour rehausser considérablement un peu leurs moyens et adapter aujourd'hui la doctrine dans une lutte contre le terrorisme qui est en réalité une guerre qui se joue sur notre territoire. Donc ça a été important. Aujourd'hui. Ah oui, c'est une guerre aujourd'hui. La guerre, elle continue. On n'est pas, même si, comme le disait Nicolas Lerner, le directeur de la sécurité intérieure encore hier, la probabilité d'un commando projeté, c'est vrai moins probable, mais elle n'est pas à exclure. En revanche, nous avons, sur le plan intérieur, on pourra en parler, mais des individus qui posent un problème pour l'ordre et la sécurité publique. Combien d'individus en France posent problème ? Si vous prenez ce qu'on appelle le FSPRT, le fichier des signalements pour la radicalisation, pour le terrorisme, vous avez à peu près 10 000 personnes. Sur ces 10 000 personnes, vous avez 5 200 fiches actives. 5200 voilà. Qui sont des menaces. Qui sont suivis, voilà, qui font l'objet d'un suivi des services de renseignement. Et puis conjugué à ça, vous avez, en tout cas à côté, enfin, intégré à ça, vous avez à peu près 170, 170 détenus, ce qu'on appelle des terroristes islamistes qui sont emprisonnés et qui sortent maintenant depuis quelques années parce qu'ils ont purgé leur peine. Et donc ceux-là vont continuer à sortir jusqu'en 2027. Et puis après, vous avez à peu près 450. On parle de ce qu'on appelle des détenus de droit commun. Ce sont ces détenus qui sont emprisonnés pour des faits de droit commun, pour des braquages, pour des délits, et qui se sont radicalisés en prison. Donc cela également pose un vrai problème. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, Driss Haïtoussef, la question est posée régulièrement, en la possible déradicalisation de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos condamné à la perpétuité incompressible? Non, moi, à titre personnel, pour avoir... même si les spécialistes font un excellent travail, je crois que ça reste extrêmement compliqué de déradicaliser. Tout au mieux, ce que les spécialistes arrivent à faire, c'est peut-être à faire renoncer à ces individus la réalisation d'un projet terroriste. Donc, mais la déradicalisation, j'y crois pas ou peu. Enfin, elle est assez exceptionnelle finalement. Ça demande, nous l'évoquions tout à l'heure, de rencontrer les familles de victimes, d'avoir ce dialogue. Nous découvrons ce concept de justice restaurative. Qu'en pensez-vous? Moi, je laisse pour le coup, c'est aux familles des victimes, aux associations qui constituent, qui représentent et qui défendent merveilleusement bien les familles de victimes de décider si oui ou non elles doivent ouvrir la porte ou non à cette initiative. Moi, à titre personnel, je pense que c'est un peu tard. Je pense qu'il aurait dû, lors de son procès, être beaucoup plus clair et surtout contribuer, parce que je rappelle que à la procédure, je rappelle qu'il y a des zones d'ombre qui toujours restent pas levées, hein, oui. Toujours pas levées, et donc il aurait dû contribuer pendant le procès, ne serait-ce que à permettre effectivement aux victimes et familles des victimes d'avoir toutes les réponses aux questions qu'ils ont posées. Un rappel, Driss Haïtoussef, et vous l'évoquiez dans votre tribune, dans la tribune du dimanche, il y a ce contexte international. Il y a ces djihadistes français qui sont toujours dans le nord de la Syrie. Certains sont détenus dans des prisons kurdes, d'autres pas. Il y a la question du rapatriement qui est un vrai souci, un vrai problème de sécurité publique. On n'a pas de réponse finalement face à ce questionnement. Alors, vous avez deux catégories. Vous avez des combattants, des hommes, et puis ensuite vous avez des femmes et des enfants. Donc, s'agissant des femmes et des enfants, l'autorité regarde celles qui souhaitent revenir avec leurs enfants, font une évaluation et ça fait, lorsqu'ils reviennent sur notre territoire, au cas par cas, l'objet d'une judiciarisation. Ensuite, pour les adultes qui sont des combattants, il y en a qui sont identifiés, une cinquantaine. On regarde où ils sont. Il y a une très bonne collaboration avec des alliés sur place là-bas. Voilà. Après, il y a des opérations, on ne va pas évoquer lesquelles. Il faut faire confiance au service. Dans ces cas-là. Faut pas dans le vide. Voilà. Non. Enfin, je veux dire, on sait qui. Ils savent qui est à peu près où, et ils gèrent absolument dans l'intérêt pas que de la France, parce que ça concerne tous les pays européens et toutes les grandes démocraties. Donc aujourd'hui, on peut se féliciter de cette collaboration entre les différents pays européens et même au-delà, au niveau international. Oui. Merci à vous, Driss Haïtoussef.
pour ce regard d'expert extrêmement précis sur ces événements-là, il y a 10 ans, et sur la situation aujourd'hui, et essayer peut-être de reprendre confiance, de se rassurer, de savoir que les services travaillent et que peut-être il y a une réponse à toutes ces, on va dire, cette dynamique terroriste qui est toujours bien présente. Merci Idrissa Youssef. Et bonjour à vous Valérie, expert. Bonjour les débats ce matin dans Mettez-vous d'accord. Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis qu'évidemment nous allons revenir sur ce 13 novembre, terrible, et puis s'interroger également sur la situation aujourd'hui, ce dont vous venez de débattre, situation, la menace terroriste. Et puis on vous attend évidemment au 0826 300 300 pour nous dire ce que représente pour vous ce 13 novembre. On va évidemment se réjouir de la libération de Boualem Sansal et revenir sur cette libération, sur les modalités avec l'Allemagne qui pose quand même un certain nombre de questions. Voilà, à tout de suite. Merci, à tout de suite.